Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cette émission, retour d'abord sur la toute dernière baisse du taux directeur par Banque El Maghrib. Nous ferons également le point sur les dettes extérieures et intérieures du Royaume. Dans son rôle, la Banque centrale privilégie une gestion prudente et proactive de la politique monétaire. Et si cette gestion contraste avec les attentes des opérateurs du marché, elle s'appuie, selon Banque El Maghrib du moins, sur des agrégats macroéconomiques solides, à savoir une inflation maîtrisée, des finances publiques saines et des réserves de change confortables. Selon le gouverneur de la Banque centrale, l'objectif est aussi de stimuler la croissance et l'emploi, notamment en facilitant l'accès au financement des TPE, pilier essentiel de l'entrepreneuriat et donc de l'économie marocaine. Encore faut-il que les banques commerciales emboîtent le pas à la Banque centrale. Et en parlant d'endettement, dans un autre registre, selon le Haut Commissariat au Plan, la dette publique oscillant autour de 83% du PIB soulève bien des questions sur la viabilité financière à long terme. La dépendance croissante au financement domestique et extérieur, bien que nécessaire pour les investissements stratégiques du pays, expose le Maroc à des risques accrus. La gestion optimisée des finances publiques et la diversification des sources de financement sont impératives pour éviter une spirale d'endettement qui compromettrait les dépenses sociales et les investissements futurs. J'accueille pour le débat ce soir le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Firano. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous aussi le docteur en finance, expert du domaine bancaire, docteur Mostafa Al-Jaï. Bonsoir. Bonsoir, la Khadija. Plaisir de vous accueillir à nouveau sur ce plateau de questions d'actu. Alors d'abord, un commentaire sur la baisse du taux directeur de Banque El Maghrib. Alors est-ce que c'est une stratégie durable pour stimuler la croissance, Zakaria Firano, sans raviver l'inflation, compte tenu des incertitudes économiques internationales mais aussi nationale? Très bien. Bon, premièrement, il faut rappeler que la décision de Banque El Maghrib, si on examine les indicateurs macroéconomiques et aussi les évolutions à l'international, c'est une décision qui a été prévue. En matière d'expertise, donc en regardant ce qui se passe au niveau international, que ce soit la décision de la Banque centrale européenne qui a été prise le 8 mars en réduisant aussi le taux directeur et en stimulant le fait qu'il n'y aura pas de tensions inflationnistes au niveau européen. Donc la BCE a favorisé la croissance et l'emploi au détriment de l'inflation qui ne s'est pas tirée de façon très importante au niveau européen. Il y a aussi la décision de la Fédérale Réserve qui est aussi une décision qui va être dans une politique accommodante par rapport à ce qui se passe au niveau international. Et donc, c'était légitime qu'au niveau international, la Banque centrale marocaine va s'aligner sur ses partenaires et surtout les partenaires européens. Ouais. Deuxième élément, c'est que les indicateurs, ce que vous avez indiqué tout à l'heure, les indicateurs macroéconomiques, que ce soit les prévisions d'inflation élaborées par Banque El Maghrib sur l'horizon, je dirais, de 2 ans ou 1,5 ans, je dirais 1 an et demi, table sur un taux d'inflation qui ne va pas dépasser en termes prévisionnels les 1,8%. Et donc, automatiquement, il n'y a pas de pression inflationniste qui ferait qu'il fallait obligatoirement soit garder le taux directeur ou également l'augmenter. Il y a aussi les indicateurs aussi de solidité financière de l'État. Alors, on parle dette publique, on parle déficit public, on parle aussi du rythme de croissance qui a tendance, je dirais, à reprendre à cause de la pluviométrie que nous avons constatée les dernières semaines et qui vont, je dirais, en parallèle avec une augmentation du taux de croissance agricole. Et donc là, on attendra les statistiques réelles, mais je pense qu'on va dépasser durant cette année les 4% de croissance. Si on retient un peu les différents indicateurs non agricoles et aussi agricoles. Donc tous ces indicateurs-là attestaient que la Banque centrale avait une occasion de aider à la croissance et aider aussi à stimuler l'emploi à travers une baisse du taux directeur. Et donc là, je pense que la Banque centrale, bon, là, on va ouvrir le débat sur la question peut-être tout à l'heure, mais la Banque centrale a toujours... Quel débat sur l'impact peut-être? Non, le débat sur le rôle de la Banque centrale, parce qu'aujourd'hui, peut-être que je pense qu'il faut ouvrir ce débat sur le rôle de la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale doit rester uniquement calée sur l'inflation? C'est ce qu'on a aujourd'hui dans les statuts de la Banque centrale. D'ailleurs, c'était étonnant de voir que la Banque centrale veut dynamiser l'emploi et la croissance. Je ne dirais pas étonnant parce que parmi les rôles de la Banque centrale, mais c'est un rôle secondaire mais pas primaire, c'est de stimuler la croissance et aider le gouvernement. Oui. Ça existe dans les statuts de Banque El Maghrib, les derniers statuts de 2015. Et donc automatiquement, ce n'est pas surprenant, mais
Je pense que la Banque centrale a une autre vision qui est un peu différente de ce qu'il y avait au moment de la crise, que ce soit la crise inflationniste, parce que, attention, lorsque la Banque centrale tombe dans un arbitrage, je parle du cas du Maroc, lorsqu'on tombe dans un arbitrage entre croissance et inflation, la Banque centrale va lutter contre l'inflation. C'est ce que lui obligent les statuts de la Banque centrale. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on ouvre un autre débat. Et peut-être que les banques centrales et internationales, ils ont déjà ouvert ce débat. C'est que pourquoi pas aujourd'hui réfléchir à une politique monétaire duale. Ça veut dire avoir un objectif d'inflation et un objectif d'emploi. Mais ça devrait restructurer le débat économique au niveau du Maroc. Ça veut dire comment la Banque centrale va faire les deux, quels sont les instruments qu'elle va utiliser, quels sont les modèles et les approches empiriques qui doivent être utilisées à l'intérieur de la Banque centrale et comment changer un peu sa structure et sa contribution dans l'économie pour qu'elle puisse avoir cet objectif dual. Je sais que ce n'est pas aussi simple, mais il y en a des expériences à l'international qui ont réussi. Exemple, Chine par exemple. La Chine, je vais le dire directement, c'est qu'aujourd'hui, moi je trouve, si on veut que la Banque centrale contribue dans l'emploi, il faut qu'elle assiste aux réunions qui sont en lien avec l'emploi, avec le gouvernement. C'est ce qu'on trouve en Chine. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement qui veut stimuler l'emploi et qui veut travailler sur des questions d'emploi, des questions d'investissement. Si on regarde des exemples comme la Chine et surtout les pays asiatiques, on va trouver que la Banque centrale siège parce que son objectif est un objectif également, pas uniquement d'inflation, mais également d'emploi. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, si on va vers cette dualité d'objectifs dont on a besoin, parce que n'oublions pas que nous avons besoin plus d'emploi que d'inflation. Ça veut dire aujourd'hui le Maroc, nous avons un taux de chômage qui est très élevé, nous avons des problématiques de croissance qui n'arrivent pas à gérer de l'emploi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut partir dans une autre logique de réflexion par rapport à l'indépendance de la Banque centrale. Elle doit rester indépendante, mais elle devra contribuer à la croissance et à l'emploi. Et là, il y a beaucoup de modèles qui ont été élaborés sur la question. J'ai dit la Chine tout à l'heure. Vous savez, la Chine, il y a 3 commissions à laquelle intervient ou à laquelle peut siéger la Banque centrale. La commission d'emploi nationale, la commission d'investissement et siège la Banque centrale. Et il y a un autre comité dont je ne me souviens pas de nom, mais qui travaille sur ce qu'on appelle les politiques économiques stratégiques de l'État, où la Banque centrale siège. Pourquoi ? Parce qu'elle a des armes à utiliser pour pouvoir stimuler l'emploi. Maintenant, aujourd'hui, dans le cas... Au-delà, je ne veux pas que ça soit interprété négativement. Non, mais ces outils-là vont au-delà, par exemple, de la bande de flexibilité de la monnaie. C'est-à-dire c'est comme ça qu'intervient normalement une banque centrale pour peut-être dynamiser, booster les exportations. Oui, il n'y a pas uniquement que le taux directeur. C'est-à-dire que ça, en tout cas, ce ne serait pas un outil envisageable pour la Banque centrale marocaine, du moins. Non. Voilà. Du moment, parce qu'il faut une reconfiguration juridique. Aujourd'hui, j'ai dit, le texte de loi atteste que la Banque centrale a un objectif de stabilité des prix. Des prix, oui. Ça veut dire, en second lieu, elle peut rythmer la croissance et l'emploi. Mais si on veut que la Banque centrale soit adhérente à des objectifs du gouvernement et qu'il y ait ce qu'on appelle une policy mix entre les deux politiques budgétaires et monétaires, il faut revoir les statuts de Banque Maghreb et avoir une dualité. Attention, c'est une proposition que propose Firano. Ça veut dire, je ne dis pas que la Banque centrale devrait aller vers ça. Oui. Mais c'est un débat qui se trouve aujourd'hui dans des pays. Les pays qui arrivent à générer une croissance dans l'emploi, comme la Chine, ils ont ce modèle de dualité. Il y en a beaucoup d'autres exemples qui sont soit dans les pays scandinaves ou même dans d'autres pays asiatiques dont on peut citer les noms. Mais je dis, si on veut aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup, les gens parlent sur la Banque centrale, elle doit stimuler l'emploi, etc., mais elle ne peut pas le faire avec les statuts actuels. Avec le statut actuel. Alors justement, ma question pour Dr Ljay, alors, Banque Maghreb annonce des mesures pour soutenir les toutes petites entreprises qui représentent plus de 90% du tissu entrepreneurial marocain. On ne le répétera jamais assez. Est-ce qu'elles seront suffisantes de manière réaliste pour dynamiser ce secteur crucial et aussi pour créer de l'emploi de manière réelle et pérenne? Alors, je voulais juste un petit peu compléter peut-être ce qu'a dit Ferrano, c'est que je reste un peu nuancé parce qu'il y avait beaucoup d'analystes qui pensaient qu'on allait rester sur le statu quo, c'est-à-dire sur un taux direct de 2,5, parce que les incertitudes sont toujours là et les tensions inflationnistes sont toujours là. Mais je pense, pour clore cette discussion, que Banque Maghreb a privilégié un petit peu le renforcement du soutien à l'activité économique. Et on l'a vu pour venir à votre question. Donc soutenir surtout les TPME. Alors moi, mon point de vue est le suivant. C'est excellent, c'est une excellente initiative de refinancer les banques qui donnent des crédits
et j'espère que ça va être des crédits d'investissement en théorie. aux TPE, d'accord. On finance des banques pour qu'en théorie, elles accordent des crédits à la toute petite entreprise. Je vous explique le mécanisme, c'est-à-dire vous financez, vous avez des... Oui, je voulais juste préciser si c'était en théorie. Exactement. Les banques ont ce qu'on appelle du papier financier sur ces entreprises qui représentent les créances sur ces TPE. Et les banques peuvent réescompter, c'est Ferrano et de Banque al-Maghrib, il connaît comment ça se passe, peuvent mobiliser ce papier auprès de Banque al-Maghrib, et Banque al-Maghrib avance de l'argent à 2%. C'est très, très intéressant, et c'est une excellente décision en termes de taux du crédit, de conditions. Maintenant, la problématique qui reste, c'est d'abord, est-ce que le système bancaire va financer ces PME, l'accès au financement. Donc la théorie et la pratique. Voilà. Alors, je pense que... Est-ce qu'on peut palper l'impact des baisses précédentes du taux directeur, Dr. Jay? Est-ce qu'on sent qu'il y a une redynamisation à l'accès au crédit, pas à la consommation, le crédit pour l'investissement? Je vais vous répondre. Il y a une incidence sur le coût de financement. Et le coût moyen maintenant, il est, je crois, de 5,35. Donc, il y a, comme même l'a dit monsieur le gouverneur, M. Louali, il y a un délai de 3 à 6 mois pour la transmission de cette décision. Le coût du financement, il baisse un peu. Maintenant, l'accès au financement, je ne suis pas sûr. La preuve, même le Louali des fois dernier, il y a 40% de rejet. Le produit donc, qui a été dédié aux jeunes porteurs de projets. Et la TPME, quand vous discutez avec les dirigeants sur le terrain, il y a toujours la difficulté d'accéder au crédit. Pourquoi? Pour 2 raisons, à mon sens. D'abord, il faut assouplir les règles prudentielles qui s'appliquent aux grandes entreprises et qui s'appliquent aussi à la TPME. On sait tous que la TPME, elle est souvent sous-capitalisée, elle n'a pas de garantie à présenter. Elle a une gestion qui est ce qu'elle est. Il y a un peu d'informel. Avec la banque ne la connaît pas, donc du coup, elle fait moins confiance. Ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui. Et je me mets du côté du banquier. Il a raison. Il y a aussi le risque. Voilà. Donc il y a le risque. Il y a aussi le risque. Et nous avons un taux de créance en souffrance un peu alarmant. On est à 8,8. Justement, j'allais en parler. Où en sommes-nous par rapport à ce taux de créance en souffrance? Est-ce qu'aujourd'hui, Moustapha El Jay, la classe moyenne notamment, n'est-elle pas en train de se surendetter? Qu'en est-il aussi de ces petites entreprises Tout à fait. dont le taux de défaillance ne cesse de croître ces dernières années? Donc, comme vous l'avez dit, ces TPME souffrent de plusieurs maux. L'accès au financement, les délais de paiement. On a des délais de paiement inimaginables, de 100 jours en moyenne. Une conjoncture difficile, très difficile. Pouvoir d'achat qui se dégrade. Le plus gros des pouvoirs d'achat, même de la classe moyenne, est dédié à l'alimentaire, au transport, à l'éducation. Donc, consommer, ce n'est pas toujours évident. Et donc, cela nous donne un taux de création en souffrance un peu inquiétant, qui progresse. Sur les ménages ou plus sur les entreprises? Il est sur les deux côtés. Il est sur les TPME, il est élevé, mais également sur les ménages, parce que les ménages ont vu leur pouvoir d'achat se dégrader. Et donc, pour répondre un petit peu à votre question, on doit revoir, à mon sens, assouplir les règles prudentielles qui s'appliquent à ces TPME par 2 méthodes. Soit on a des garanties de l'État, parce que quand vous avez une garantie souveraine, pondération 0%. Et je pense que là, il y a une réunion tripartite, il y aura le GPBM, la CGM, Banque al-Maghrib, pour améliorer les mécanismes de garantie. C'est pour moi une des solutions qui peut permettre aux banques de suivre ce nouveau mécanisme de financement et d'accompagner ces TPME, comme a dit le professeur Ferrano, vous-même, c'est elle qui crée de l'emploi, c'est 90% du tissu économique, c'est elle qui crée de la croissance. Et ces 90% du tissu, on est, je dirais, obligé de les soutenir pour, si vous voulez, créer de la croissance, de l'emploi et tous les effets d'entraînement économique. Alors, en parlant d'entraînement, je vais vous poser la question, je vais vous laisser peut-être le temps d'y réfléchir, mais comment entraîner les banques à adhérer à cette ambition de Banque al-Maghrib? Après, que fait le GPBM aujourd'hui, techniquement et concrètement sur le terrain? On va y revenir. Alors, puisqu'on parle d'endettement, avant qu'on passe à donc les agrégats macroéconomiques sont bons, selon les déclarations du Wali de Banque al-Maghrib, suite à la décision du Conseil de baisser le taux directeur. Qu'en est-il du taux d'endettement, en sachant que ces dernières semaines, on entend ici et là que le Maroc contractait près du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale,
ainsi que d'autres institutions multilatérales de financement. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se surendetter? Zakaria Ferrano. Très bien. Bon, mais avant de parler de ça, permettez-moi juste de rebondir sur la question d'accès au financement. Moi, j'ai une idée qui est un peu complémentaire et aussi différente de ce qu'a proposé M. Jay, c'est que je pense que les banques, certainement, ils ont leur profil de risque à gérer, ils ont leur crédit de risque à voir, etc. Oui. Tous les modèles de scoring qu'ils doivent utiliser, etc. Et c'est l'argent des contribuables, parce que n'oublions pas que moi, je crois... Et des déposants. Voilà. Moi, je crois. Oui, c'est pour ça qu'on a la Banque centrale et qu'on a la direction de supervision bancaire, parce que nous avons les déposants. Et c'est de là que vient ma solution. Pourquoi pas? Et je pense, je l'ai dit plusieurs fois ici, dans ce plateau et dans plusieurs plateaux, pourquoi ne pas créer un Glass-Steagall marocain? Pourquoi ne pas créer des banques d'investissement qui vont prendre le risque et qui n'ont pas le droit d'avoir des déposants? Nous en avons un exemple au Maroc, je ne vais pas citer le nom, mais il y a une banque qui fait ça, qui n'a pas le droit d'avoir des déposants et qui travaille très très bien sur le marché des capitaux. Pourquoi ne pas créer... private equity, c'est les nouveaux modes de financement de l'économie, que ce soit les start-up. Oui, vous avez raison, mais ça existe déjà au Maroc. Non, mais il n'y a pas... Nous avons une banque universelle. Nous avons le statut de... Voilà. Nous avons une banque universelle. Lorsque vous me dites une banque universelle, si je suis vraiment un capitaliste qui va s'investir dans le système bancaire, je choisirais d'être une banque universelle parce que j'ai beaucoup à gagner. Attention, j'ai la garantie de l'État. J'ai ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. J'ai plusieurs mécanismes sur lesquels je vais gagner. Je ne vais pas choisir d'être dans une banque d'investissement. Si on prend l'histoire et on revient à la BNDE, oui, c'est ce qu'il y a. On a un échec total. Tout à fait. Donc, mais attention, on ne va pas commencer... éviter les erreurs de la BNDE voilà, qu'on a ce que je dis, ce n'est pas de reprendre le passé. Ce n'est pas de revenir aux banques spécialisées. Ce que je dis maintenant, c'est qu'il faut avoir des banques d'investissement qui vont suivre les PME, qui vont suivre les très petites entreprises, qui vont avoir la culture du risque, qui vont prendre avec eux. Parce qu'attention, lorsqu'on parle de PME ou d'un petit projet ou une TPE, c'est un projet à risque. Il va démarrer, il sera dans une phase de démarrage, il n'y aura pas de chiffre d'affaires, il faut l'assister en matière de liquidité parce que n'oublions pas, on parle d'accès au financement, il faut savoir quels sont les problèmes de l'accès au financement. Un des problèmes, c'est la liquidité. Oui, maintenant, la liquidité, la banque est là pour gérer la liquidité. C'est une de ces raisons. Et donc là, moi, je propose, c'est ma vision des choses, c'est qu'il faut qu'on ait un Glass-Steagall au Maroc. Il faut répartir les banques qui ont des dépôts parce que maintenant, vous avez des dépôts. Certainement, on va vous dire, c'est logique de ne pas prendre du risque, mais au détriment de l'économie. Parce que vous ne prenez pas de risque, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de financement, et on va rester dans le même cercle vicieux qui ne finit jamais. Et donc là, je pense que c'est une réflexion. Je rajoute un élément à mener au niveau de la Banque centrale et sa relation avec le gouvernement et la politique économique. Attention, si on veut que la Banque centrale joue un rôle dans l'emploi... C'est là où il y a le... C'est ce que j'ai dit. Mais je dois dire aussi. Attention, lorsqu'on a voté la loi ou les statuts de Banque el-Maghrib, est-ce qu'il y avait ce débat? Qu'est-ce qu'on veut de la Banque centrale? Il n'y avait pas. On a proposé le texte de loi et il n'y avait aucun questionnement. Je me demande bien pourquoi il y a ce questionnement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ce questionnement parce qu'on s'est rendu compte, bizarrement, que la Banque centrale a des outils très importants qui ont un grand pouvoir sur l'économie. Attention, moi je vais partir plus loin. Pourquoi on a baissé le taux directeur? Il y a les raisons macroéconomiques, il y a les raisons internationales. Il y a une autre raison. On veut récupérer la richesse sur les marchés de capitaux. Lorsqu'on a augmenté les taux directeurs, durant les 2 dernières années, il y a le portefeuille, je parle des investisseurs institutions qui s'est effrité. Oui. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de récupérer. Et c'est logique. Attention, je ne suis pas en train de dire que la Banque centrale travaille pour le banc du Trésor ou pour Non, je dis que c'est une des raisons financières qu'on peut expliquer par laquelle on peut expliquer ce qui se passe au niveau du taux directeur. Et donc là, je dis que la solution, attention, la solution, elle doit être consensuelle entre tous les acteurs de la politique économique au Maroc. Qu'est-ce qu'on veut de la Banque centrale? Parce que maintenant, si on veut stimuler l'accès au financement, il y a des instruments qui ne sont pas utilisés par la Banque centrale et qu'elle ne peut pas utiliser. Exemple, l'inclusion financière. Aujourd'hui, l'inclusion financière, elle est réduite au Maroc à l'éducation financière. Attention, ils ont raison de faire de l'éducation financière, mais l'inclusion financière, elle dépasse largement l'éducation financière. Ça veut dire les problèmes d'accès au financement. Si on avait une inclusion à travers la fintech, à travers la digitalisation monétaire, à travers plusieurs instruments, on aurait pu accéder à plusieurs très petites entreprises. Mais ça, c'est une volonté que peut faire la Banque centrale, mais pas toute seule. Oui. Il faut qu'elle adhère à un projet national en termes économiques. Non, mais du coup, national en termes économiques... Pardon, je suis parti dans un autre... Oui, mais je reviendrai avec ma question sur l'endettement de l'État. Il nous reste 5 minutes. Moustapha El-Jaïs, toujours sur cette question qui est très importante, sur le rôle finalement du secteur bancaire dans une stratégie, dans une politique de l'État. C'est-à-dire l'État
gouvernement, banque centrale, oui, toutes les institutions. clair. L'État veut créer de la richesse, l'État veut créer de l'emploi. Eh bien, sans les banques, mais en même temps, les banques, elles doivent, c'est des institutions commerciales. C'est des activités commerciales, c'est clair. Absolument. Moi, je c'est pense, une question que je vous pose assez souvent d'ailleurs. Moi, je pense honnêtement que pour mettre à l'aise les banques et les conforter dans leur position, il faut que Tchemouilkom, qui est l'ex-CCG, qui est la garantie de l'État, élargisse son périmètre. L'élargisse au niveau des crédits de fonctionnement, parce que comme ça ne sert à rien de donner un crédit d'investissement, il faut la trésorerie. Surtout au début, il y a un BFR à financer. Donc élargir maintenant, je pense en S50, aller à 80, pourquoi pas 90. D'ailleurs, M. Louali a dit, même le quota de garantie, on va les revoir. Et élargir aussi le spectre de cette institution, fonds de garantie, à pratiquement, s'il le faut, à 95%, voire 100%, pour encourager les banques à financer cette TPME. Et les banques, comme elles ont une garantie de l'État, s'il y a un pépin, elles vont se retourner contre Tchemouilkom pour être remboursées. Et au niveau pondération, dans leur fonds propres, dans le ratio, vous avez une pondération de 0%. C'est un risque souverain. Je pense que c'est une piste à creuser. Et je pense que c'est ça l'idée, parce que comme ce jour, il dit que nous allons réunir bientôt la commission GPBM, CGM, Banque al-Maghreb et Tchemouilkom, voire même pourquoi pas impliquer la fédération des TPME, parce que c'est là où il y a toutes les micro-entreprises, avec un représentant et voir les vrais problèmes. Je pense qu'on pourra faire aboutir cette décision, je dirais très judicieuse, de financer les TPME à 2%. Si ce n'est pas le cas, on aura peut-être... Même à 5, combien vous avez dit tout à l'heure, 5,36 ? Oui, 5,36. Ça reste quand même beaucoup. Hein. Oui, mais maintenant, ça c'est le taux moyen. Oui. Maintenant, peut-être, je vous dis, quand vous financez ces TPME et Banque vous refinancez à 2%, rien ne vous empêche de faire un crédit à 4%. C'est-à-dire la marge, généralement, d'intermédiation est de 200 points de base. Elle couvre les frais de structure, la prime de risque, etc. Et ces TPME, s'ils ont des financements à 4%, elles seront toutes heureuses. Bien évidemment, il y a aussi la sélection des risques, parce que dans ces TPME, le risque est très élevé. Dernier point sur ces directives européennes sur l'activité des banques marocaines et sur les transferts des MRE. Est-ce qu'il y a des alternatives, vous, pour le grand sujet, très grand sujet et une grande inquiétude, honnêtement, et on l'a dit dans ce plateau plusieurs fois. La directive européenne qui sortira bientôt, elle va interdire à toutes les banques étrangères, pas forcément les banques marocaines, mais elle va toucher les banques marocaines, à avoir des activités bancaires, les banques non européennes, y compris les banques anglaises. Au début, c'était destiné aux banques anglaises suite au Brexit. Mais ça touche les banques marocaines à avoir des activités bancaires dans le territoire européen. Pour être plus terre à terre, tout le réseau d'agences que nous avons mis en place depuis des décennies et qui nous permet d'avoir les 10 milliards de dollars, les 115 ou 113 qui soulagent notre balance de paiement. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait ? Nos agents dans le réseau international, ils ouvrent des comptes à Amsterdam, à Bruxelles, à Paris, au Canada. Vous ne pouvez plus faire cette ouverture de compte et bloquer aussi les transferts. Là, je pense qu'il y a des alternatives. Les alternatives, c'est comme a dit M. Jouaré, il y a une offensive diplomatique marocaine au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Marocains du monde, parce que ça relève d'eux, le ministère de Finances. Allez voir d'abord les banques centrales une à une, parce que c'est une directive européenne, mais le plus gros de notre jus vient de France, de Belgique. Il faut voir les banques centrales une à une et être assez agressif pour défendre cette poule aux œufs d'or. Oui, oui, bien sûr. C'est un grand sujet, il faut le prendre au sérieux et les choses deviennent un peu feu orange, je dirais. Oui, je pense que la diplomatie... oui, il y a une offensive diplomatique. Exact, joue son avec rôle le ministère de Finances, avec Banque al-Maghreb, avec bien sûr le GPBM. Surtout que le Maroc, aujourd'hui, il faut le dire, en sortant de la zone grise... N'oublions pas que le FMI peut jouer un rôle très important. En parlant de FMI, alors on va finir par cette question d'endettement en 2 minutes. Je sais que... comment le Maroc peut se prémunir contre des risques liés à l'augmentation de sa dette extérieure? Maintenant, si on parle de façon scientifique, l'endettement international, premièrement, pour qu'on comprenne, nous avons 20% à peu près d'endettement étranger, d'accord, à peu près 15 milliards ou 16 milliards de dollars, et nous avons
80%, c'est de l'endettement interne. À peu près 640 ou 650 milliards de dirhams. D'accord. Donc, un peu, si je parle statistiquement, si les chiffres ne me trompent pas. Oui. Autour de 700 pour la dette intérieure. Voilà. Autour de ça. Donc, c'est 20%, 80%. Oui. Maintenant, pour la dette intérieure, Anna, ce qui me dérange, c'est la dette intérieure. Oui. D'accord, c'est ce qui me dérange. Maintenant, je ne vais pas revenir sur la dette intérieure parce que personne n'en parle et personne ne connaît les risques. Mais je crois que c'est là où réside tout le risque systémique. Ça veut dire tout le risque qui est lié. La Cour des comptes l'a dit. La Cour des comptes a tiré. C'était fin 2024. C'est une menace, même dans le rapport Moody's aussi. C'est une menace pour les caisses de retraite. C'est une menace pour les investisseurs institutionnels. C'est une menace pour les banques et c'est une menace aussi pour le risque taux d'intérêt. Attention, le risque le plus élevé au Maroc, c'est le risque taux d'intérêt. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous n'avons pas de problème de risque de taux d'intérêt parce que la Banque centrale, elle suit un objectif inflationniste. Maintenant, la dette extérieure, pour sortir un peu de la polémique et rester scientifique. Est-ce qu'on ne s'endette pas trop pour 2030 ? Je ne pense pas qu'on s'endette à l'international de façon très importante. Et si on veut évaluer, il ne faut pas évaluer par la quantité, il faut évaluer par la soutenabilité. La dette internationale ne pose pas de problème dans sa taille. Il y a beaucoup de pays qui dépassent les 200% et qui marchent très très bien. Le Japon, combien il a ? Le Liban. Bon, le Liban est maintenant en catastrophe, mais ce n'est pas un bon exemple. Vraiment pas. Les États-Unis, la France, l'Espagne, etc. Vous avez des taux d'endettement qui dépassent 100% le PIB. Après, qu'est-ce qu'ils produisent ? Attends, voilà, c'est ce que je dis. Le problème, la question, ce n'est pas la quantité. Non, parce qu'on entend dans les débats, nous avons 15 milliards, 16 milliards de dollars. Ce n'est pas la quantité. Le grand problème, c'est la soutenabilité. Bon, Inch'Allah, cette année, les prévisions de croissance vont être dépassées grâce à la dernière. Exactement. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. À vous également, Zakaria Firano. Toujours un plaisir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.